Fayed, 10 ans, s'effondre dans une voiture criblée de balles de fusil d'assaut. Nîmes, 14 août 2023, 21h47. L'enfant meurt dans cette ville paisible du Gard, à 800 km de Marseille. Sa seule erreur, se trouver au mauvais moment, dans une guerre qui déborde des quartiers phocéens pour contaminer toute la France. Les réseaux marseillais transforment désormais chaque ville moyenne en champ de bataille potentiel. Cette tragédie marque un tournant dans l'histoire criminelle française contemporaine. Pendant des décennies, Marseille était considérée comme un cas à part, une exception méditerranéenne où les règlements de compte se succédaient dans l'indifférence relative du reste du pays. C'est du Marseille, disait-on avec résignation, comme si cette violence était une fatalité géographique limitée aux calanques et aux cités du nord de la ville. Mais depuis 2021, ce confinement géographique du mal a volé en éclats. Aujourd'hui, des armes automatiques crépitent à Rennes, des corps calcinés sont découverts à Clermont-Ferrand et des adolescents de 15 ans tirent à la carabine automatique dans les rues de Dijon. L'expansion tentaculaire des clans marseillais transforme la France en un gigantesque échiquier criminel où chaque ville moyenne peut devenir du jour au lendemain le théâtre d'une guerre de territoire importée des quartiers nord de Marseille. Pour comprendre cette explosion de barbarie hors de Marseille, il faut d'abord plonger dans les entrailles de la machine criminelle qui l'a enfantée. Dans les cités du 3e, 13e, 14e, 15e et 16e arrondissement de Marseille, une génération entière a grandi dans l'ombre des tours de béton et au rythme des sirènes de police. Ici, dans des quartiers où le taux de chômage des jeunes frôle les 70%, où l'école publique peine à retenir ses élèves et où les services publics se raréfient, le trafic de stupéfiants est devenu bien plus qu'une activité criminelle. C'est un écosystème économique parallèle qui emploie des milliers de personnes. L'innovation criminelle distingue véritablement cette nouvelle génération de narcotrafiquants marseillais. Là où leurs prédécesseurs se contentaient d'écouler du cannabis et de l'héroïne selon des méthodes artisanales, les réseaux des années 2010 révolutionnent littéralement l'industrie de la drogue. Ils importent les techniques des cartels sud-américains, diversifient leurs produits avec la cocaïne et industrialisent leur logistique grâce à des cryptophones inviolables et des réseaux de convoyeurs professionnels. L'expansion hors de Marseille ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle résulte d'une conjonction de facteurs qui ont atteint leur point culminant en 2021. Cette année-là, la pression policière s'intensifie considérablement dans les quartiers marseillais. La préfète Frédérique Camilleri lance une série d'opérations coup de poing qui visent à démanteler les points de vente les plus visibles. En 12 mois, 39 fours, ces points de deal, sont fermés dans les Bouches-du-Rhône. Ce succès apparent cache un effet pervers redoutable. Chassés de leur base traditionnelle, les trafiquants marseillais se voient contraints de chercher de nouveaux territoires d'expansion. Parallèlement, la guerre fratricide qui oppose la DZ Mafia au clan Yoda atteint des sommets de sauvagerie inédits. En 2021, Marseille enregistre 55 règlements de compte, un record absolu qui témoigne de l'intensité des affrontements entre organisations rivales. Cette guerre intestine pousse certains caïds à chercher refuge loin de Marseille, emmenant avec eux leurs méthodes, leurs hommes et leurs ambitions territoriales. L'appât du gain motive surtout cette expansion criminelle. Dans leur fief marseillais, les réseaux se livrent une concurrence féroce qui érode leurs marges. Un point de deal dans les quartiers nord de Marseille peut générer entre 50 000 et 80 000 euros de chiffre d'affaires quotidien, mais cette manne doit être partagée entre de nombreux acteurs. En province, ces mêmes organisations découvrent des marchés vierges où la concurrence est quasi inexistante. Un point de vente dans une ville moyenne comme Clermont-Ferrand ou Nîmes peut certes générer moins, mais la totalité revient aux clans qui contrôlent le territoire. Au cœur de cette expansion criminelle, trône un empire qui dépasse tout ce que la France a connu en matière de crime organisé, la DZ Mafia. DZ pour Dzaïr, le nom de l'Algérie en arabe, cette nébuleuse criminelle fédère sous une même bannière plusieurs dizaines de réseaux originaires des cités marseillaises. Contrairement aux organisations mafieuses traditionnelles, la DZ Mafia fonctionne selon un modèle franchisé qui explique en grande partie sa capacité d'expansion fulgurante. Un réseau dijonnais qui rallie la DZ Mafia obtient instantanément l'accès à des filières d'approvisionnement en cocaïne sud-américaine, à des arsenaux d'armes de guerre et surtout à une réputation de férocité
qui facilite considérablement les négociations avec les concurrents locaux. En échange, il reverse une partie de ses bénéfices aux boss marseillais et accepte de participer aux guerres de la Fédération quand cela s'avère nécessaire. Cette structure pyramidale permet à la DZ Mafia de projeter sa puissance sur l'ensemble du territoire français avec une efficacité redoutable. Fin 2024, selon les estimations des services de renseignement, l'organisation contrôle ou influence des points de vente dans plus de 50 villes françaises. De Lille à Perpignan, de Rennes à Strasbourg, le sigle DZ s'affiche désormais sur les murs des cités comme une marque commerciale de la drogue. Comment des armes de guerre destinées aux champs de bataille se retrouvent-elles dans les mains d'adolescents français? L'arsenal dont disposent ces réseaux dépasse l'entendement. En septembre 2023, une perquisition menée à Clermont-Ferrand révèle un véritable dépôt d'armes de guerre. 12 fusils d'assaut AK-47, 6 pistolets automatiques, 4 grenades défensives et plus de 3000 cartouches de différents calibres. Ces armes proviennent de filières d'approvisionnement parfaitement organisées qui puisent dans les arsenaux des Balkans. Depuis la fin des guerres yougoslaves dans les années 90, des centaines de milliers d'armes de guerre circulent sur le marché noir européen. Les organisations marseillaises ont noué des alliances stratégiques avec la mafia albanaise et les cartels bulgares pour s'approvisionner directement à la source. Une AK-47 en parfait état se négocie aujourd'hui entre 1500 et 2000 € dans les réseaux de la DZ Mafia, soit le prix d'un smartphone haut de gamme. Cette banalisation de l'armement lourd transforme radicalement la nature des conflits criminels. Là où les organisations des années 80 à 90 réglaient leurs différends à coups de poing, la nouvelle génération privilégie systématiquement l'escalade maximale. Cette logique de guerre totale explique l'horreur des scènes auxquelles assistent désormais les habitants des villes provinciales. Le 20 avril 2025, à Clermont-Ferrand, Yanis, 19 ans, est abattu de 15 balles d'AK-47 en pleine rue. Son corps criblé de projectiles témoigne d'un acharnement qui dépasse la simple élimination d'un rival. Le phénomène le plus terrifiant de cette expansion criminelle reste l'instrumentalisation systématique de mineurs. Dans l'organigramme de la DZ Mafia, les petits occupent désormais tous les postes exposés. Guetteurs, porteurs, vendeurs et même tueurs. Cette stratégie découle d'un calcul cynique. Un mineur délinquant ne peut être condamné à plus de la moitié de la peine prévue pour un majeur. En cas d'arrestation, il bénéficie d'une procédure judiciaire allégée et peut être libéré sous contrôle judiciaire avec une facilité déconcertante. Karim, 15 ans, originaire de la cité de la Castellane à Marseille, illustre parfaitement cette tragédie contemporaine. Cet adolescent au visage poupin cache derrière ses yeux d'enfant le regard glacé d'un tueur endurci. Son palmarès, 3 homicides confirmés selon les enquêteurs, dont un commis à Rennes en mars 2024 lors d'une expédition punitive. Sa technique ? Approcher sa cible en faisant semblant de demander l'heure, puis vider son chargeur à bout portant avant de disparaître sur un scooter volé conduit par un complice du même âge. Ces baby killers représentent l'aboutissement logique d'un système criminel qui a définitivement rompu avec toute considération morale. Dans les cités marseillaises, des enfants de 12 ans manient des pistolets automatiques avec la désinvolture d'un jouet. À 14 ans, ils participent à des expéditions punitives qui les mènent aux 4 coins de la France. À 16 ans, ils dirigent leurs propres équipes de dealers et disposent de comptes bancaires alimentés par des centaines de milliers d'euros de bénéfices illicites. Nulle part cette contamination criminelle n'est aussi visible qu'à Nîmes, devenu en 3 ans le laboratoire grandeur nature de l'expansion des organisations marseillaises. Cette ville de 150 000 habitants, réputée pour son patrimoine romain et ses férias, découvre brutalement en 2022 une réalité qui lui était jusqu'alors étrangère, celle des guerres de territoire entre narcotrafiquants. Tout commence par une succession d'événements qui va transformer Nîmes en champ de bataille. Pierre Pyrrhus Guest, caïd local qui contrôlait depuis 15 ans le lucratif point de deal de Pisevin, est arrêté en 2021 lors d'une opération de police. Sa chute laisse un vide que vont se disputer âprement plusieurs prétendants. La stratégie d'implantation de la DZ Mafia à Nîmes révèle toute la sophistication de cette organisation criminelle. Plutôt que de chercher à éliminer tous les réseaux locaux, les Marseillais optent pour une approche plus subtile.
diviser pour mieux régner. Ils proposent leur alliance aux équipes de Val-de-Gour et du Mas-de-Mingue en échange d'un soutien logistique et d'une partie du territoire nîmois. Cette alliance scelle le sort de Nîmes. À partir de l'été 2022, les affrontements se succèdent avec une intensité et une brutalité inédites. Les habitants découvrent avec effroi des scènes qu'ils croyaient réservées aux films. Fusillades en plein jour, course-poursuite dans les rues du centre-ville et même bombardement de bâtiments à la grenade défensive. En juin 2023, la situation atteint son paroxysme tragique avec la mort du petit Fayed. 1200 km séparent Dijon de Marseille, une distance qui semblait jusqu'en 2023 protéger la capitale bourguignonne de la violence des organisations méditerranéennes. Cette illusion vole en éclats à l'automne 2023, quand une série de fusillades secoue les quartiers populaires de la ville. Dijon présente pour les organisations marseillaises un intérêt stratégique majeur. Située au carrefour des autoroutes A6, A31 et A39, la ville constitue un hub logistique naturel pour l'acheminement de stupéfiants vers Paris, la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas. Ces 250 000 habitants offrent un marché de consommation non négligeable, tandis que sa tradition industrielle a créé des quartiers populaires propices à l'implantation de points de vente. L'offensive de la DZ Mafia à Dijon suit un pattern désormais bien rodé. Phase 1, infiltration discrète d'émissaires chargés de cartographier le territoire criminel local. Phase 2, prise de contact avec les organisations locales les plus faibles pour leur proposer protection et approvisionnement. Phase 3, élimination ciblée des récalcitrants selon des méthodes spectaculaires destinées à terroriser les survivants. À Dijon, cette stratégie se heurte à la résistance inattendue d'un clan local dirigé par Youssef B, dit le Dijonais, un trentenaire qui contrôle depuis 15 ans le trafic d'héroïne dans les quartiers Grésille et Fontaine-Douche. Contrairement à ses homologues d'autres villes, Youssef refuse catégoriquement de se plier aux exigences marseillaises et mobilise ses troupes pour résister à l'invasion. S'ensuit une guerre de 4 mois, d'une violence inouïe pour cette ville paisible de Bourgogne. Entre octobre 2023 et février 2024, Dijon enregistre 12 fusillades, 6 tentatives d'homicide et 3 morts. L'épilogue dijonnais illustre parfaitement la réelle politique qui gouverne ces conflits criminels. Constatant que la guerre coûte plus cher qu'elle ne rapporte, les deux camps acceptent au printemps 2024 un pacte de non-agression négocié par des intermédiaires neutres. Si Dijon a connu la guerre, Clermont-Ferrand a vécu l'apocalypse. Au printemps 2025, cette ville de 140 000 habitants bascule brutalement dans un univers de violence pure qui dépasse tout ce que la France provinciale avait connu jusqu'alors. En l'espace de 6 mois, la capitale auvergnate enregistre plus d'homicides liés au trafic de drogue que pendant les 10 années précédentes cumulées. Tout commence par l'arrestation en février 2025 d'un réseau tchétchène qui contrôlait une partie du trafic local. Cette décapitation soudaine du crime organisé clermontois crée un vide que ne tardent pas à repérer les limiers de la DZ Mafia. Mais contrairement à leurs habitudes, les Marseillais ne se contentent pas d'envoyer une équipe de prospection. Ils débarquent directement avec une véritable armée. Amin Wallan, dit Mamine Escobar, coordonne depuis sa cellule de la prison des Baumettes l'opération Clermont. Ce quadragénaire, considéré comme l'un des cerveaux de la DZ Mafia, a passé 15 ans de sa vie derrière les barreaux, mais n'a jamais cessé de diriger ses affaires grâce à un réseau de lieutenants dévoués et à des systèmes de communication cryptés que la prison n'arrive pas à détecter. L'alliance qu'il noue avec un braqueur local multirécidiviste, Éric G, permet aux Marseillais de disposer immédiatement d'une base logistique et de complicité locale précieuse. Éric met à disposition de ses frères marseillais ses planques, ses contacts et sa connaissance intime du territoire auvergnat. En échange, il obtient le grade de lieutenant régional de la DZ Mafia et l'assurance de toucher 30% des bénéfices du trafic clermontois. La méthode employée pour s'imposer à Clermont marque une escalade inédite dans l'horreur. Le 20 avril 2025, Yanis est exécuté en pleine rue. 3 mois plus tard, l'organisation franchit un nouveau seuil dans l'abomination. Le 18 août 2025, le corps calciné d'un adolescent de 17 ans est découvert dans une zone industrielle de la périphérie clermontoise. La victime, Kevin L.,
était soupçonné d'avoir balancé aux policiers l'emplacement d'une cache d'armes de la DZ Mafia. Son exécution, selon un rituel macabre, reproduit fidèlement les méthodes punitives utilisées dans les cités. Marseillaise contre les traîtres. 2400 km d'autoroute séparent Rennes de Marseille. Une distance continentale qui n'a pas empêché la violence des organisations phocéennes d'atteindre la capitale bretonne. Depuis l'automne 2024, cette ville de 220 000 habitants, réputée pour sa qualité de vie et sa tranquillité estudiantine, connaît une flambée de violence qui stupéfie ses habitants et désarçonne ses forces de police. Le choix de Rennes par la DZ Mafia ne doit rien au hasard. Cette métropole de l'Ouest présente plusieurs atouts stratégiques majeurs. Sa proximité avec les ports de Saint-Nazaire et Brest, porte d'entrée privilégiée pour la cocaïne sud-américaine, sa population étudiante nombreuse et solvable, et surtout, l'absence d'organisation locale structurée capable de résister à une invasion marseillaise. La conquête rennaise révèle une évolution tactique inquiétante de la DZ. Mafia, le recours systématique à des tueurs mineurs exportés depuis Marseille. Ces adolescents de 15 à 18 ans, formés dans les cités phocéennes aux techniques de guérilla urbaine, sont envoyés en mission dans les villes cibles avec pour consigne d'éliminer les obstacles à l'implantation du réseau. Abdelka, 16 ans, originaire de la cité de la Busserine à Marseille, incarne parfaitement cette nouvelle génération de tueurs nomades. Arrivé à Rennes en février 2024 avec de faux papiers et un pistolet automatique, il est soupçonné d'avoir participé à 3 tentatives d'homicide avant d'être arrêté lors d'une fusillade dans le quartier de Villejean. Les fusillades qui secouent Rennes depuis 2024 témoignent de l'importation directe des méthodes marseillaises en terre bretonne. Désormais, chaque famille française peut voir débarquer dans sa rue des adolescents armés de kalachnikov et prêts à tuer pour quelques grammes de cocaïne. Cette réalité nouvelle exige une prise de conscience collective et un sursaut démocratique. Les citoyens, les élus, les forces de l'ordre, les magistrats, tous doivent comprendre que la guerre contre la drogue ne se gagnera pas avec plus d'armes et plus de prisons, mais avec plus d'intelligence et plus de courage politique. Il est encore temps d'éviter que la France entière ne devienne un vaste Marseille livré à la loi des cartels.